Nous avons réuni ici des jeunes start-upers, des jeunes entrepreneurs qui ont osé et réussi. Nous espérons que cette journée partiront beaucoup d'inspiration, de bonnes idées, des nouveaux start-up, des liens et un bon réseautage entre les participants afin de renforcer les synergies. Et j'ai vu seulement, je pense, un mois avant en Gambie, parce qu'on a aussi commencé avec des activités par rapport aux start-up là-bas, qui sont vraiment déjà créées des synergies entre les différents start-up en Gambie. Les idées et les initiatives des jeunes entrepreneurs sont impressionnantes. Souvent, cependant, on constate que l'État ne s'implique pas suffisamment pour soutenir les jeunes entrepreneurs à mettre en œuvre leurs idées et leur entreprise. C'est ainsi que notre journée de réflexion servira aussi à discuter avec des experts les problèmes des start-up et des ébauches de solutions. Afin de créer et de renforcer le réseautage, nous organisons, après la journée de réflexion, un dîner de réseautage ce soir au restaurant Le Jollof tout à l'heure, je pense à 19h30. À présent, je voudrais réitérer mes vifs remerciements à notre partenaire Watu Digital Lab, aux experts et aux conférenciers, et nous souhaiter de fructueux travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Thomas Watu, le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer. Je suis Michael Issa, le CEO de Watu Digital Lab, qui a l'honneur de co-organiser avec la Fondation Konrad Adenauer la première édition de la journée de réflexion Agir avec et pour les startups. Watu Digital Lab est très conscient des enjeux liés au développement de l'économie numérique à l'ère du digital. Et c'est dans cette perspective que nous avons voulu, pour la première édition, mettre l'accent sur les défis d'ordre structurel auxquels sont confrontés les startups au Sénégal. Il s'agit pour nous de voir l'organisation interne des startups, l'organisation externe dans le secteur d'activité dans lequel la startup évolue. Est-ce que ces modes d'organisation impactent sur le développement ou la croissance de ces startups-là? Et nous sommes très honorés d'avoir en si peu de temps vraiment mobilisé d'éminentes personnalités pour nous aider à comprendre véritablement les défis auxquels sont confrontés les startups. Et je voudrais donc, sans plus tarder, une fois encore réitérer nos vifs remerciements à la Fondation Konrad Adenauer qui a accepté de nous donner cette opportunité-là de réunir ce beau monde de jeunes entrepreneurs, d'aspirants aussi à l'entrepreneuriat, d'accord, mais également d'autres personnalités qui accompagnent les entrepreneurs, que ce soit des structures étatiques. Tout à l'heure, il y avait le représentant de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, l'ADER. On a aussi l'AFIX qui est là, représenté. On a Capital Teranga et d'autres structures étatiques, mais également du secteur privé, qui vont nous dérouler les différentes offres de solutions pour véritablement booster l'entrepreneuriat au Sénégal. Pour ceux qui ne le savent pas, Watu Digital Lab est un cabinet d'expertise et de conseil en communication stratégique et opérationnelle pour le développement social et économique. Nous accompagnons les collectivités locales, les ONG, les groupements économiques de femmes, les organisations paysannes, à saisir les opportunités liées au digital pour gagner plus en visibilité, accroître leurs revenus, mais renforcer le partenariat que ces structures ont avec les institutions qui les accompagnent. Je voudrais donc, sans plus tarder, ouvrir le premier panel avec qui a pour terme défi de développement, défis liés au développement et à la croissance des startups au Sénégal. Nous allons
démarrer tout de suite avec la présentation de Awataba, qui va nous dire un peu sur ce que fait ce retour, comment ce retour est structuré, le secteur d'activité, c'est-à-dire le e-commerce, des produits locaux au Sénégal, comment est-ce que ce secteur d'activité-là est organisé, et si cela, effectivement, vous aide à booster votre business ou ça constitue plutôt un frein à votre croissance. Bon, d'abord, ce que je dirais, c'est les premiers défis auxquels nous avons eu à faire face, c'était de faire comprendre aux femmes transformatrices quelle était l'utilité d'utiliser la technologie pour aujourd'hui commercialiser leurs produits. Parce que c'était une utopie de pouvoir vendre les produits en ligne. Et donc, il fallait leur expliquer ce concept-là. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il fallait aussi conscientiser les Sénégalais, sensibiliser, parler du consommé local, montrer en fait tous les produits dont on dispose et qui ne sont pas malheureusement exploités ou bien consommés par les Sénégalais. Donc, il a fallu aussi, parce qu'on était, je dirais, parmi les premiers dans les e-commerce au Sénégal, donc faire comprendre aux gens qu'on peut aussi acheter en ligne. Donc tout cela a été des freins donc, au début. Désolée, est-ce que c'est pas les téléphones qui vivent derrière? Voilà. Donc, en fait, tout cela en fait était des défis qu'on avait nous eu à faire face parce que c'était un monde nouveau pour nous, un secteur qui n'était pas du tout exploité. Et aussi allié digital et agroalimentaire était tout nouveau. Donc il fallait donc apprendre sur le terrain et construire nous-mêmes en fait cette base de données des femmes transformatrices, pouvoir les répertorier, c'est tout à fait problématique parce qu'au Sénégal on n'arrive pas à connaître, en allant juste à l'APIX ou bien au niveau des chambres de commerce, combien de femmes transformatrices il existe au Sénégal. On n'arrive pas à avoir ces données-là. Donc, il a fallu faire vraiment beaucoup de travail de terrain pour obtenir cette première plateforme e-commerce. Et aujourd'hui, des clients commandent en ligne et se font livrer chez eux à domicile. Alors, comme autre défi, je pense qu'il y a tellement de défis en étant start-up qu'on en oublie même certains. Mais ce que j'ai eu à noter personnellement, c'est que quand on a mis en place l'entreprise avec mes collaborateurs, on a eu d'énormes difficultés pour réellement avoir tout ce qui est papier administratif. Faire la liaison entre la déclaration au niveau des impôts et la création de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Sénégal, on crée une entreprise au niveau de l'APIX, mais après, il n'y a pas de relation entre l'APIX et les impôts. Donc, vous pouvez créer une entreprise, rester 1 an, 2 ans, sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire en termes de fiscalité. Et donc, ça, c'est un environnement qui n'est pas sain, en fait, pour que les startups se développent. Donc, il a fallu encore faire beaucoup de recherches, faire beaucoup de démarches, qui, pour moi, en fait, nous a pris beaucoup de temps. Et s'il y a peut-être des structures spécialisées pour accompagner, par exemple, des startups dans ce sens-là, ça pourrait être moins contraignant parce qu'on doit, nous aussi, se focaliser sur l'opérationnel, sur notre cœur de métier, mais on est multitask, on va dire. Donc, ça aussi, c'était des freins. L'autre frein, je dirais, c'était les financements. Et nous, comment on a réussi à trouver ça dans un premier temps, c'était de participer à des compétitions et d'avoir des grants. Donc, on n'a jamais eu à déposer en fait nos dossiers au niveau des banques pour avoir des financements, donc 0 prêt jusqu'à aujourd'hui. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir développer cette entreprise nous-mêmes avec nos propres fonds, mais en participant à des compétitions que les organisations internationales, bien sûr, organisaient. Et malheureusement, ce que je dis toujours, c'est que les startups sénégalaises ne sont pas assez connues et reconnues au Sénégal. On est plus connus à l'échelle internationale. On fait beaucoup plus d'interventions à l'échelle internationale et malheureusement, les structures étatiques qui devraient normalement être les premiers à soutenir ces genres d'initiatives, parce qu'on ne fait pas juste une start-up pour nous enrichir, non. Ce qu'on est en train de faire là, c'est un impact direct auprès des femmes transformatrices. Depuis 4 ans, nous travaillons avec 15 PME de femmes transformatrices qui regroupent derrière 2500 femmes. Et imaginez toute une économie qu'on a eu à créer. Si aujourd'hui, l'État avait mis, je dis l'État, mais ce n'est pas réellement eux ou bien il y a d'autres structures, avait mis réellement en fait un écosystème assez sain pour que les startups puissent se développer, on n'aurait pas peut-être eu du mal 4 ans encore à être à ce niveau de croissance. Parce que je pense que j'aurais été dans un autre pays, cette start-up allait être déjà, voilà, on va dire, soit achetée, rachetée par un grand groupe ou bien
déjà être développé dans toutes les régions du Sénégal. Donc, tout cela, c'est parce qu'il y a des freins. Et qu'on n'arrive pas toute seule en tant qu'entrepreneur de pouvoir lever tout et de tout faire. Et ce qui sauve en général, c'est d'avoir une excellente équipe. Et je m'en réjouis. Depuis 4 ans, je travaille avec des gens formidables qui croient réellement à tout ce qu'on est en train de faire, qui croient à la vision de Soretool et aux valeurs qu'on partage tous ensemble. Et c'est ce qui fait aujourd'hui développer la start-up sans pour autant vraiment qu'on ait des difficultés en termes d'organisation et d'équipe. Donc je ne vais pas être trop longue. S'il y a d'autres questions, peut-être je vais m'en arrêter là. L'autre, peut-être, là j'ai parlé juste de la partie idée et création. Mais là on arrive à un stade où c'est la phase de croissance. Donc il faut vraiment arriver à scale-up, être partout dans les régions du Sénégal, ou même en dehors du Sénégal. Et pour cela, il faut vraiment avoir un bon financement. Ce n'est pas réellement l'équipe qui va tout faire, mais il faut avoir un financement conséquent pour pouvoir réellement se développer. Et bien sûr, après, on écoutera M. le terrain de Capital pour voir ce qu'il offre. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Awa, pour votre présentation, également des défis que vous vivez au sein de votre startup. Et moi, je voudrais revenir un peu sur la force de l'équipe, puisque tout à l'heure, vous avez dit tous ces défis-là, vous avez réussi à lever ces obstacles grâce à une équipe formidable que vous avez en place. Alors, comment est-ce qu'au sein de la startup, vous êtes structuré pour ensemble unir vos forces pour sauter ces barrières-là? Alors, pour moi, la première phase en fait, déjà de recrutement ou bien de travail avec une personne, c'est est-ce que la personne est engagée, ce que monsieur disait tout à l'heure. Engagement, l'engagement, partager les mêmes valeurs. Toutes les personnes qui sont dans l'équipe n'ont pas été choisies uniquement par leur profil ou leurs compétences. C'était d'abord, est-ce qu'ils comprenaient la philosophie de ce qu'on voulait faire? Est-ce qu'ils avaient envie de travailler dans une start-up? Parce que travailler dans une start-up, c'est différent de travailler dans une entreprise. Tout est déjà figé. Être dans une start-up, c'est faire plusieurs choses à la fois. Plusieurs choses à la fois. Si vous avez votre profil, votre poste en fait, on vous le définit, mais vous vous retrouvez au jour le jour à faire des tâches d'une autre personne. C'est parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour recruter d'autres personnes. Et donc, il faut que la personne soit assez, on va dire, engagée et comprenne réellement les valeurs de l'entreprise pour pouvoir, ensemble, créer cette cohésion-là et travailler ensemble. Et je pense aussi, derrière aussi, il y a un modèle de leadership compte. Avoir, en fait, une personne qui est là, mais qui ne dit pas réellement, qui ne donne pas des ordres, je pense, hein, mais qui définit les choses à faire et laisse la personne en guidant la personne surtout. Je pense que c'est ça qui pourrait être intéressant s'il y a bien sûr des gens qui ont essayé des startups et qui ont des difficultés à soit recruter ou bien à organiser ou manager leur équipe. Je pense que ce sont ces deux aspects-là. L'engagement, partager les valeurs et aussi trouver réellement un modèle de leadership qui est adéquat à l'organisation de startup. Nous allons passer à Oumar Bass de Yes pour sa présentation. On a cru en nous-mêmes, on charbonne, comme je le dis, on travaille, on fait confiance, on mise sur nous, en fait, sur l'équipe. Donc on a commencé au départ, on n'avait rien du tout. Le capital de base, si vous voulez, c'était des fonds propres. Hein. Et on a commencé à travailler. Moi, je dirais pas, les 50 000 $, je l'ai précisé, c'est après, pas plus tard que 3 semaines. Hein. Mais c'est pas ça qui a fait qu'on a commencé à charbonner, on avait tout ce qu'il fallait, on a un local, on a une équipe, on a démarché avec un budget, on va dire, de 10 $. Je raconte la petite anecdote. Mon community manager Gali a réussi à faire inscrire 200 partenaires pont relais dans une durée d'1 mois et demi. Donc juste pour vous dire comment c'est difficile. Et ces partenaires-là, ils ne parlent pas français. Enfin, ils ne parlent pas non plus chinois. Donc c'est des gens, ils parlent du chiffre. Des commerçants sénégalais, ils comprennent du chiffre. Ces gens-là, tu ne peux pas les vendre n'importe quoi. Comment ces gens-là qui ont déjà une activité, qui ont déjà une commerce, les convaincre de devenir un partenaire pont relais d'une start-up qui vient juste de démarrer, qui les propose quoi? Une commission et un kit de démarrage. Je vous dis, ce n'était pas du tout facile. Hein. Donc on a cru en nous-mêmes, on a charbonné, l'argumentation. À chaque fois, je reçois des vocaux, des gens qui me disent « J'aime bien votre façon de communiquer ». Aujourd'hui, vous partez, on va dire, au rond-point de Castor à la Brioche Dorée. Vous allez voir une énorme bâche de 32 mètres carrés de Yobont Express. Et ça, c'est nous-mêmes qui l'avons fait, pas les 50 000 $. Hein. Et donc, la communication, vous écoutez les radios Zig FM, on va dire RFM,
Chaque semaine, il y aura minimum 2 spots de Yobont Express qui vont passer. Partez sur les bus. Sur 100 bus, il y a toujours des spots vidéo de Yobont Express. Et ça, c'est le charbon. On a centré sur l'équipe, on a centré sur notre produit, on a travaillé. Et puis après, bien sûr, le capital risqueur, il est venu. Il est venu pas en nous considérant comme des lutins de la forêt. C'est parce qu'il a vu quelque chose. Nous, on n'a pas fait une démarche particulière, juste pour dire. Ça sert à rien de... Enfin, bien sûr, ça sert à quelque chose de se préparer pour une compétition, d'avoir une visibilité. Mais ça s'arrête là. Une compétition, ça ne peut pas développer un business. Nous, notre modèle, c'était quoi? Du bootstrapping à l'africaine, à la façon sénégalaise. C'est quoi? C'est que tu as des équipes, tu as des gens qui sont compétents, d'accord? Tu mises sur eux. On sait très bien qu'au Sénégal, c'est difficile de manager une équipe. Frérot, on est paresseux, on n'aime pas charbonner. Ça, c'est la vérité. Hein. Voilà, dès que c'est un peu dur, on va lâcher l'affaire, quoi. Donc, il faut des soldats, des gens comme moi, qui sont, enfin, pas pour faire le malin, basique, comme voilà, mais qui sont là à vérifier le résultat, à eux-mêmes se mettre au charbon. Moi, je suis quelqu'un aujourd'hui qui est sur le terrain. Je suis toujours sur le terrain, je suis toujours sur le charbon. Malgré qu'on a tout ce qu'on a, on fait pas le malin. On fait pas les lutins de la forêt ou quoi que ce soit. On continue à travailler. On ne dit pas qu'on a réussi, puisque ça, c'est pas notre objectif. Vous savez, c'est quoi notre objectif? C'est que ça, on le dit pas assez. Nous, en fait, on veut être le Wari de la livraison. Ça, c'est Eli qui a donné cette petite anecdote-là. Juste pour dire, on a des champions comme Kabir Mbodji et tout ça. Nous, je vois des gens qui citent des Jack Ma, je vois des gens qui citent des Elon Musk et tout ça. Alors qu'on a des champions ici, il faut les revaloriser. Quand même, Wari, c'est pas une petite entreprise. Des gens qui ont racheté sur un appel d'offres international Millicom. Après, on raconte des conneries pour nous dire, ah ouais, ils n'ont pas d'argent. C'est comment quelqu'un peut remporter un appel d'offres international et dire qu'ils n'ont pas les justificatifs de fonds nécessaires. Après, voilà quoi. Donc, il n'y a pas de structure qui nous accompagne, certes, mais on ne lâche pas l'affaire. Il faut se dire que seul en nous-mêmes, on peut s'en sortir. Et justement, voir des partenariats stratégiques avec des petits comme nous. Puisque moi, je partage toujours une petite image. C'est quoi? C'est qu'il y a... Auparavant, c'était quoi? On avait un gros poisson qui bouffait les petits poissons. Ça, c'était à l'époque d'IBM, de Microsoft et tout ça. Microsoft, ils ont bouffé tellement de startups. Donc voilà, ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, c'est les petits qui, aujourd'hui, les petits poissons se rallient pour on va dire, bouffer les gros poissons. L'exemple, je suis cru, hein, je dis les choses telles qu'elles sont, ça ne parle pas chinois. Donc pour dire une chose très pertinente, c'est que on prend un exemple basique et simple. Aujourd'hui, on est fort, en étant des petites structures, on peut collaborer. Awa, par exemple, c'est quoi son problème tout à l'heure? C'est parce qu'elle s'arrête qu'à Dakar. Et c'est quoi la problématique de base? C'est quoi? C'est une problématique de livraison. Combien ça te coûte de faire une livraison à Kermassar, Awa? Ou bien combien tu factures on va dire, à Kermassar, c'est 4 000, 5 000. Voilà, 4 000, 5 000. Des fois, c'est quelqu'un qui achète quel type de produit? Si j'achète un pot de beurre de karité, ça coûte combien? Qui coûte 2500. 2500 était facturé à 4 500. Ouais. Et si j'étais à Saint-Louis ou à Koussanar, ça va coûter combien à peu près? Ça, vous ne pouvez pas livrer là-bas. Et c'est ça. Et pourtant, je parais qu'elle a une forte demande qui vient de ces régions-là. Il y a une classe moyenne à Saint-Louis, à Kédougou, au Cap Skirring, des gens qui attendent que commander, se faire commander par Soretoul. Mais en vérité, il n'y a pas, on va dire, la logistique nécessaire pour que la livraison soit garantie dans les meilleurs temps de transit vers ces localités-là. Et ça, à mon avis, c'est ça qui l'empêche de scale. Aujourd'hui, nous, on a la solution Yobont Express. Bien sûr, heureusement qu'on est en train de discuter sur ça, justement. Donc, c'est comme ça. Enfin, je le précise, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, à PayJunia, ils sont une plateforme financière, l'une des premières à proposer des solutions de paiement en ligne en intégrant Wari, Orange Money, Johnny, Vitefait, Théo, Cash, tout ça, toutes ces solutions qui existent. Pourtant, c'est une start-up et ce n'est pas des petits-enfants. Ces mecs-là, ils ont géré tout le flux, on va dire, de paris sportifs du site russe 1xBet, l'un des sites de paris sportifs. Et je vous le dis, sur le sport, ce n'est pas les audiences qui rapportent de l'oseille, hein. C'est les paris, les gars. S'il y a des matchs qui sont truqués, c'est les paris. C'est eux qui ont géré tout le trafic pour l'Afrique de l'Ouest. Et ce n'est pas des petits. Pourtant, c'est une petite start-up sénégalaise. Il s'appelle PayJunia. Il y en a plein comme ça. Et si aujourd'hui on collabore, eux, ils ont leur solution financière. Awa, elle a la plateforme de e-commerce. Yobonté, on a la solution de livraison. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, nous tous? Nous, on n'a pas cette vision-là. On se dit chacun, moi, je suis Oumar, je fais des trucs cool.
Et après, je me dis, ouais, ça suffit quoi, je vais m'en sortir tout seul. Non, frérot, tu vas pas t'en sortir tout seul. Et moi, je le sais, c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est ça notre force à nous. Et justement, si on a des entreprises de WC qui sont là, qui évaluent, comme il a dit tout à l'heure, pour nous soutenir, et c'est une force de plus, personne ne pourra rien contre nous. On voit des multinationales qui viennent, ils viennent. Pourquoi ils viennent? C'est parce qu'il y a des opportunités. C'est pour ça, moi je dis, je vois pas de problème. Si vous partez quelque part, vous trouvez que tout le monde marche pieds nus, dites pas que ces mecs, ils ont rien. Dites-vous qu'ils ont tout acheté. Voilà, merci. Merci Omar Bass, vraiment. C'est Omar Bass. On va passer le micro à M. Mamadou Gueye pour nous présenter également Teranga Capital et voir les offres de solutions que vous avez à votre niveau pour aider les jeunes startups à booster leur business. Les investisseurs en capital, d'accord? Et ça, c'était un constat. Et on s'est dit, pourquoi pas monter un fonds de PME, d'accord? Pour être associé, pour ne pas demander de garantie, de donner des prêts à des taux excessifs. Donc, on s'est dit, on va remplir ce gap-là en essayant de donner en 50 millions, je ne dirais pas donner, mais en essayant d'être associé, mais en apportant 50 à 300 millions de nos fonds pour être associé dans l'entreprise. Donc, nous allons commencer par enregistrer les personnes qui souhaitent contribuer ou poser des questions. Juste une petite question à Monsieur Bass, c'est comme ça, oui. Donc, Omar Bass, voilà. Donc, la question, c'est concernant la géolocalisation. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un qui a un téléphone comme ça, qui sera un peu difficile quand même à géolocaliser? Est-ce que vous avez pensé à lui? Donc, sans vouloir être trop long, je vous remercie. Comment on fait pour permettre à quelqu'un comme lui, bien sûr, qui a un téléphone basique? C'est tout simple, hein. Certes, j'ai pas insisté sur ça, mais quand même, j'ai parlé d'un réseau de ponts relais. En ce moment, après seulement 2 mois et demi de lancement, avec un budget au départ très limité, hein, on a réussi à avoir 200 ponts relais. Et c'est qui ces ponts relais-là? Ces ponts relais-là, c'est le petit commerce du quartier. C'est la station-service du quartier. C'est la friperie du quartier. D'accord? Et en même temps aussi, on peut dire c'est le pont multiservice du village. Donc en gros, nos partenaires ponts relais, on va dire, c'est des gens qui sont surtout sur le secteur du transfert d'argent, donc qui ont une activité commerciale, qui peuvent le justifier avec un INEA, un registre de commerce, d'accord, et qui ont, on va dire, un dispositif adapté, que ça soit un mobile ou que ça soit, voilà. Ces gens-là, ces partenaires pont relais, ils nous permettent aujourd'hui de garantir la livraison, c'est ce qu'on appelle la livraison de proximité, à des gens comme Monsieur Barry qui ont qu'un téléphone simple. Donc ils n'auront pas besoin d'avoir l'application mobile, ils ont juste à descendre en bas à la boutique enfin je cite toujours le boutiquier du coin, Monsieur Diallo. Donc, et lui il fait l'enregistrement avec son dispositif, avec son ordinateur ou avec son téléphone basique, d'accord, pour confirmer, et nous, nos transporteurs s'occupent du reste. Donc on garantit la livraison de proximité avec nos partenaires pont relais. Pour ceux qui n'ont pas de connectivité Internet ou qui n'ont pas de téléphone ou de dispositif adapté. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Ah, merci. Ça fait un moment que je rencontre des entrepreneurs au niveau du Sénégal, mais je me pose la question, pourquoi les entrepreneurs n'aiment pas partir dans les institutions financières? Pourquoi les entrepreneurs ne vont pas vers les services financiers ou bien les banques? Parce que d'abord, je pense, hein, je vous dis l'état d'esprit, je pense qu'il avait commencé à l'expliquer tout à l'heure. Qui est entrepreneur au Sénégal? Si je prends réellement mon expérience, ou bien même l'expérience qu'il a partagée, en général, nous sommes juste sortis de l'école. Moi, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de conception en informatique et je me suis automatiquement lancée en entrepreneuriat. Je n'ai pas eu de formation en finance, je n'ai pas eu de formation en entrepreneuriat, rien du tout. Donc, il n'y avait pas aussi des structures d'accompagnement. Donc, on apprend déjà sur le terrain. Et ce qu'on est en train de faire, c'est tout nouveau. On est dans un secteur où il n'y a même pas eu quelque chose qui a été développé, en fait. Donc, comme il a dit, on fait tout ce qui est R&D. OK? Et donc, aller vers les structures de financement, c'est pour nous un risque parce qu'on n'a pas de... on vient de sortir de l'école, on n'a pas de travail, on n'a pas de quoi payer, nos parents ne peuvent pas payer les dettes, on n'a pas de terrain, on n'a absolument rien, on n'a pas de garantie en fait. Donc on ne peut pas se permettre d'aller vers les structures de financement pour avoir des taux à 7% ou même entre 7 et 11%, je dirais. C'est un risque pour nous. Donc on se dit, déjà les gens n'y croient pas, nous on y croit, on se lance quand même. On se lance, mais sans pour autant réellement prendre de risques au niveau de la banque ou bien des institutions financières. On prend des risques, mais personnels.
Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans notre village entrepreneurial, bienvenue dans la rue Watou Digital Lab. Ici, tous les jours est un combat qu'il faut gagner. Ici est née cette journée. Cette journée réflexion avec Konrad Adenauer qui est une fondation. Ici est née cette journée et elle ne fait que commencer. Bienvenue. Une start-up, comment est-ce qu'elle fonctionne, qui est dedans. Voilà, donc quel rôle joue le secteur privé à travers vos différentes initiatives en ce sens? Bon, en fait, dans le secteur privé, comme vous le savez, hein, c'est comme dans tout secteur, il y a plusieurs acteurs dedans. Donc nous, on part dans le terrain. Donc on part en repérage, on va chercher des startups, enfin des projets ou des idées de projets. Parce que souvent, comme j'ai dit, le problème c'est l'accès à l'information. Donc du coup, nous, on s'est dit quoi? Vu que ces start-upers-là, voire ces porteurs de projets ne viennent pas vers nous, il faut qu'on aille les chercher. Du coup, on est descendu sur le terrain, là on part chercher, et quand on part chercher, là on trouve des idées innovantes, on trouve des business models innovantes, et derrière cela, maintenant, on peut passer à l'accompagnement. L'accompagnement en tant que tel, comment le fait le secteur privé, c'est le même hein, que le secteur public. Hein. Donc là, on va travailler sur l'identification du problème, sur les idées et d'autres étapes, etc., jusqu'à la formalisation. Et le problème, par exemple, nous, de ce qu'on a rencontré ici, en allant dans le terrain, voir donc dans les écoles de formation, dans les collectivités, etc., donc dans des villages aussi, un peu lointains, hein, on bouge. Et ce qu'on rencontre, c'est que sur les projets qu'on a, c'est l'identification du problème. Donc l'identification du problème qu'on a, elle est superficielle. Et l'identification n'est pas vraiment interne. Les jeunes ne rentrent pas dans les détails, ne partent pas retracer tout un circuit, par exemple, avant de lancer un projet dans un tel domaine. Et tout ça, c'est important. Et là, on travaille plus avec ces jeunes-là, actuellement, cette première année, sur l'identification du problème et après aussi sur l'étape d'idéation. Donc, comment mieux identifier le problème pour derrière lancer une solution qui peut apporter de la valeur ajoutée à la communauté. Quel type de mécanisme vous mettez en place pour accompagner les startups à différents stades de leur croissance? Dites-nous déjà, au regard du nombre d'années déjà d'activité que vous... pas encore, hein? Nous sommes au nourrisson. Ok, d'accord. Mais avec beaucoup de moyens. Une start-up. Ah, c'est une start-up étatique. Ok. Ok. Alors, dites-nous déjà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à interagir avec les startups? Est-ce que la communication, comme M. Suleiman l'a mentionné tout à l'heure, est véritablement un problème? Nous, effectivement, nous sommes très très jeunes. On a commencé nos activités il y a à peine, sur le plan opérationnel, il y a à peine 2-3 mois en réalité. Donc c'est extrêmement jeune, mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas beaucoup de demandes. Donc nous avons énormément de demandes. Pour l'instant, en fait, pour la partie communication sur nos activités, nous avons, c'est la raison pour laquelle il y avait une demande tellement importante que nous avons organisé un événement auquel nous avons convié tous les acteurs du système. Et quand je dis tous les acteurs, il y a non seulement les acteurs étatiques, publics, les acteurs institutionnels, des corporates qui agissent aussi dans l'innovation, il ne faut pas l'oublier. Je pense que maintenant c'est presque un effet, pas de mode, mais c'est limite maintenant obligatoire pour un corporate de créer en fait une activité d'innovation en son sein. On parle d'intrapreneuriat. C'est une partie aussi d'entrepreneuriat. C'est un peu ce que fait Orange, Expresso, Tigo, pratiquement ce que fait aussi les business schools, même privés. Ils ont des activités d'innovation. Ils ont des petits incubateurs où ils lancent des idées, qu'ils accompagnent en fait dans des modules d'entrepreneuriat des étudiants qui ont des idées de projets. Donc c'est le début en fait de ce parcours de l'entrepreneur.
Donc, on les a conviés. On a convié aussi, évidemment, les fonds d'investissement qui sont à un niveau plus élevé. Les startups que nous avons, la plupart d'entre eux n'ont pas la capacité d'absorber des financements très importants. C'est quand même compliqué de gérer la dette et le fait d'ouvrir son capital demande un certain nombre de prérequis. Et c'est très contraignant pour les startups. Il n'y a qu'à demander à certaines startups qui ont déjà un niveau de croissance et qui sont en train d'être approchées par des fonds d'investissement. Ça prend beaucoup de temps d'instruire les dossiers en due deal et pour finaliser en fait le term sheet et finaliser en fait la prise de participation par les fonds d'investissement. Donc on les a aussi invités et évidemment on a invité tout ce qui est incubateur historique de la place, en partant du CETIC aux espaces de coworking comme Jocolabs, Impact Dakar, Synapse, on les a tous invités en fait. Et maintenant, les acteurs principaux, à savoir les porteurs de projets eux-mêmes, les start-upers. On a invité, je pense, plus de 100 start-upers et ils étaient pratiquement tous venus. Ça nous a permis de faire quoi? Ça nous a permis de savoir exactement ce à quoi ils s'attendent, à différents niveaux. Il y en a qui disent, nous, on a besoin, et ils ont des dossiers de financement qui nous ont soumis par ailleurs. Donc nous avons dans notre pipeline, en fait, plus de 100 startups qui ont soumis leur dossier de financement pour les besoins qu'ils ont. Il y en a qui ont besoin, comme je l'ai dit, de petits financements, et d'autres qui ont besoin de financements plus importants parce qu'ils veulent consolider leur croissance et recruter, mieux investir et attaquer même des marchés de la sous-région. On en a dans notre deal flow actuel. Donc, la semaine dernière, on avait dit, actuellement, nous avons stabilisé une première cohorte de startups qui vont recevoir du financement, en fait. Donc, on parle à peu près d'une 50aine de startups qui seront financées très, très bientôt, on va l'annoncer. Donc, ça, c'est un signal important pour l'écosystème, parce effectivement, on a beau parler des mesures d'accompagnement, c'est très important, mais il n'empêche que l'une des choses les plus importantes, c'est le financement de l'activité. En fait, beaucoup de start-upers, beaucoup de jeunes porteurs de projets sont obligés parfois de laisser tomber leur activité, ça a été dit, pour aller faire une activité qui leur permet d'avoir un peu de revenus qu'ils vont réinjecter dans leurs activités, dans leurs projets. Donc ça, c'est assez difficile pour que des institutions publiques qui ont une responsabilité aussi de service public puissent prendre ce risque que ne prendrait pas une banque classique, ou bien encore moins, même les business angels, en fait, il y en a différents business angels. L'implication de Suleiman est admirable parce que le fait d'accompagner un porteur de projet dans une phase très en amont est très risqué, où il y a un modèle économique qui n'est pas du tout défini. En fait, l'aider à mieux définir ce modèle économique, l'accompagner dans le développement du produit en tant que tel, lui chercher en fait le marché qui va être en face de ce produit, c'est suffisamment long et difficile pour qu'il y ait des business angels qui disent, moi je ne vais pas faire ça, je vais attendre que le produit sorte et à ce moment-là j'injecterai mes tickets, en fait, en demandant des garanties. En fait, nous avons le luxe au moins de ne pas demander ce type de garantie et d'être un vrai capital risqueur. C'est pour ça que beaucoup de startups nous disent, on veut que vous nous accompagniez dans la prise de participation, pas seulement de la dette. En fait. Donc, ça veut dire qu'on est obligé, nous, de nous réinventer et de mettre en place tout ce qu'il faut comme technicité requise par rapport à cette activité qui est une activité en tant que telle qui est très preneuse. Il n'y a qu'à demander à Teranga Capital. Et on peut aussi faire du cofinancement avec des structures comme Teranga Capital ou autres fonds d'investissement qui sont là sur des tickets plus élevés, en fait, entre 50 et 100 millions, par exemple. Donc voilà globalement, et vraiment j'insiste sur ce point, nous allons définir une feuille de route qui nous permettra de travailler sur les points forts des acteurs de l'écosystème qui sont là. Pour revenir sur les formalités post-création, donc les premiers pas à prendre après la création d'une entreprise, pour se lancer dans une activité par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, merci. Donc un peu comme oui, les formalités post-création. En fait, quand vous avez créé votre structure, quoi qu'il arrive, il faut écrire à l'administration fiscale pour leur dire que vous avez créé une entreprise qui est enregistrée sous tel numéro et que vous comptez démarrer vos activités. Si vous comptez démarrer. Même si toutefois vous ne comptez pas démarrer, il faut leur écrire, ne serait-ce que pour les informer. On a certes un représentant des impôts au sein de l'APIX. Voilà, c'est ça. Mais il faut écrire, ne serait-ce que pour leur notifier. Par exemple, quand vous créez et que vous ne notifiez pas aux impôts que vous avez créés,
et du jour au lendemain, vous avez besoin de vous rendre aux impôts, par exemple, pour un quitus fiscal ou ce genre de choses-là, vous pouvez payer des pénalités parce que vous n'avez pas notifié que vous avez créé une entreprise. Donc ça ne veut pas dire que je crée et tout de suite on va m'imposer, parce que l'utilité d'écrire, c'est non seulement de leur notifier que vous n'avez pas créé, et ça vous préserve de payer des impôts que vous n'avez pas démarré plus tôt, et ça vous préserve de payer des impôts alors que vous n'avez pas encore d'activité. Donc il faut toujours écrire. C'est juste ça. Sinon, pour toutes les formalités post-création, vous avez sur le site créationdentreprise.sn, vous avez toutes ces formalités. Donc ça va vous permettre également de mieux cerner les services autour desquels l'APIX peut vous accompagner. Madame Olga de l'APIX. Donc voilà, il y a tout à l'heure M. Bité qui parlait de problème d'accès à l'information. Et aujourd'hui, je crois que le problème de l'APIX, c'est ça. Ils mettent beaucoup plus l'accent sur la création de l'entreprise plutôt que sur les conseils que vous pouvez donner, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si vous pouviez beaucoup plus travailler sur ces informations-là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'APIX, pour créer une entreprise, il faut aller à l'APIX. Maintenant, pour l'accompagnement et autres, où est-ce qu'on doit aller? Donc peut-être l'APIX devrait communiquer beaucoup plus sur ça. C'est-à-dire que l'APIX fait un peu trop... On ne communique pas assez. Voilà, et vous ne faites pas aussi assez de conseils orientation. Pourtant, si, je suis moi-même conseillère. Seulement, il faut venir vers le service. Les gens viennent souvent rapidement pour créer une entreprise. Ils prennent un ticket, ils déposent leur dossier et ils repartent, sans pour autant demander ce que l'APIX peut faire d'autre. On est vraiment à l'écoute, la porte est ouverte. Vous venez, on est là de 8h à 17h et on vous accompagne. On est un tampon entre les porteurs de projets et l'administration. Donc, on vous accompagne. Venez nous voir. Et puis, invitez-nous, on viendra avec plaisir. On le fait dans des écoles qui nous convient et on viendra avec plaisir parler de ce qu'on fait et de ce qu'on peut faire pour la jeunesse. Merci infiniment d'avoir accepté partager vos expériences, mieux présenter vos structures, vos solutions. Je sais que maintenant, les jeunes entrepreneurs dans la salle savent vers qui s'orienter quand ils ont besoin de telle information, telle autre. Mais nous devons aller nous-mêmes à la recherche de l'information. Qui va partager avec nous ses expériences de coach entrepreneur. Il était également à Synapse Center, vraiment, à Hambourg, je crois. C'était à Dakar. Ok, super, à Dakar. Et donc, nous sommes très honorés de vous avoir à nos côtés pour parler entrepreneuriat. C'est clair qu'aujourd'hui, au Sénégal, quand on parle d'entrepreneuriat, Pape Gane est quand même une figure très citée. Merci pour ce que vous êtes en train de faire pour le développement de cet écosystème. Les métiers d'entreposage, les métiers de conditionnement, les métiers techniques de transformation, c'est des métiers aujourd'hui, très souvent, les gens ne s'intéressaient pas à ça. La ressource n'était pas là. Aujourd'hui, c'est des métiers dont on a besoin pour faire avancer le secteur. Les métiers liés à l'usage des nouvelles technologies, des technologies de l'information et de la communication, le développement d'applications pour vendre, le développement d'applications pour donner des informations, le développement d'applications pour aujourd'hui permettre à l'entrepreneur qui est dans le secteur d'avoir les informations, d'avoir une plateforme pour diffuser, de commercialiser. L'usage des TIC, par exemple, dans l'agriculture, c'est aujourd'hui des métiers sur lesquels de plus en plus on en a besoin. Et on va vers ça. Enfin, il y a des métiers sur tous les secteurs, ce qu'on appelle les métiers qui tournent autour de la data, les métiers qui tournent autour de l'intelligence artificielle et des données, l'analyse des données. Parce qu'un secteur aujourd'hui, quand je prends l'exemple, quand on fait un assessment sur un secteur spécifique, on a besoin de données. On a besoin de consulter les données. On a besoin d'analyser les données. Ça, on n'en a pas. Très souvent, quand on cherche des données,
C'est à la limite, c'est pénible même d'avoir des données sectorielles sur un secteur défini. Donc on a besoin des architectes qui vont développer ces données-là, qui vont pouvoir analyser ces données et proposer en fait les résultats de ces données-là à ceux qui en ont besoin. Ça c'est des métiers. Donc pour revenir spécifiquement, et dernier maillon, quand on prend les chaînes de métiers au Sénégal et qu'on regarde un peu la croissance, spécifiquement le quatrième palier sur lequel on voit des métiers, c'est le secteur des services. Donc on a l'agriculture globalement, avec tous les métiers. Parce que quand on parle d'agriculture, on parle du producteur, de celui qui fait de la semence à l'assiette. Tous les corps de métier qui rentrent dans ce maillon-là, de la production, passant par la transformation. Les métiers de transformation sont nombreux. Les métiers sur la qualité des produits, sur la certification, il faut avoir des techniciens assez spécifiques, pointus. Les métiers sur la commercialisation avec l'usage de la technologie, c'est des métiers. Aujourd'hui, c'est des métiers que l'Afrique a besoin. Et j'ai l'habitude de dire que c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, comme j'ai dit, c'est les TIC utilisés sous les sous-secteurs. Et le troisième secteur qui revient, c'est aujourd'hui les métiers de services. Donc, si ces métiers-là, l'Afrique a un gros potentiel. Et aujourd'hui, le secteur le plus pourvoyeur d'emploi, ou le secteur où il y a plus de niches, pour permettre aux jeunes d'entreprendre, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. L'agriculture dans sa composante, l'agriculture dans sa composante globale. Donc voilà en gros sur ces secteurs sur lesquels les gens doivent de plus en plus s'orienter. Et je suis très content de voir qu'au niveau de l'université, ils ont compris la dynamique et il y a des choses qui sont en train de se faire, le master. Je suis aussi très honoré d'avoir professeur Karamoko Diarra qu'on ne présente plus. Bonsoir, professeur. Le conseil agricole et rural est fondamental. C'est un besoin extraordinaire. Sur la méthodologie, en fait, nous commençons toujours, que ce soit avec l'ISAE ou le Master GEDA, par une immersion. Vous savez que l'université maintenant héberge l'ENEA. Donc on capitalise également sur ça, sur l'approche développement territorial. Et donc nous utilisons donc ce module pour faire, en fait, on démarre toujours par un diagnostic. Et le diagnostic permet d'identifier les problèmes. Et à partir des problèmes, les étudiants sont informés, en fait, des différentes problématiques qui sont amenées à solutionner. Voilà, et ça permet donc, après l'étape suivante, on leur fait un PPP pour leur permettre un peu d'identifier en fait qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Et sur la base de ce qu'ils souhaitent faire, on accentue, on développe maintenant le curricula pour essayer de les accompagner justement pour, entre guillemets, réaliser leurs rêves. Donc en fait, l'enseignement est articulé pour tacler un peu les besoins des étudiants. Et donc, on communique également avec les professionnels qui interviennent. C'est un peu comme si c'est du sur-mesure. Voilà, ça explique un peu, c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, mais ça explique un peu le succès. Et c'est ce que nous sommes en train de généraliser maintenant avec l'ISAE. Mais le problème qu'on a, c'est que, à la limite, avant même que le programme ne soit terminé, il nous arrive de perdre de vue ce qu'on appelle certains étudiants parce qu'ils commencent à développer leur business et le combat, c'est de les faire revenir pour leur dire « terminez au moins votre diplôme ». C'est juste pour dire, c'est juste pour attirer le fait que les étudiants ne le savaient pas, mais quand on les met en rapport avec le milieu réel, ils se rendent compte qu'il y a énormément d'opportunités. Je vous assure que quand je dis ça, au Sénégal à l'heure actuelle, quand je dis qu'on a 100% d'insertion, bon, ça veut dire quelque part que les autres formations peut-être ne se sont pas encore mis un peu sur ce modèle-là, sur cette approche-là. Et je pense que l'IAM le fait, etc. Et au niveau des facs, les gens ont du mal à faire la transformation. C'est le seul problème qu'on a. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. C'est pourquoi je veux que les acteurs s'intéressent à l'université. Merci pour ce que vous êtes en train de faire pour le développement de cet écosystème-là.
commencer par Sarah Ruffler, pour nous présenter un peu le programme réussi au Sénégal. Alors, je me présente, Sarah Ruffler, je suis d'origine de Munich et je viens d'arriver au Sénégal il y a 2 semaines seulement. Donc j'ai rejoint l'équipe d'un programme qui est mis en œuvre par la GIZ, par la coopération allemande, qui s'appelle Réussir au Sénégal. Est-ce que vous définissez une mission ou une responsabilité d'accompagner l'entrepreneuriat local? Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la GIZ elle est active dans différents domaines. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas seulement mettre tout sur une seule carte. Donc, on ne met pas tout sur l'entrepreneuriat, mais on trouve que, en fait, l'approche de le lier avec des formations dans le domaine de la formation professionnelle, c'est particulièrement intéressante. Parce qu'en effet, parfois, n'est-ce pas, je ne sais pas comment vous, il y a pas mal d'entrepreneurs parmi le public. Parfois, on n'a pas tout de suite l'idée de se mettre à son propre compte. Parfois, c'est très bénéfique aussi de comprendre d'abord et apprendre le métier en tant que salarié ou dans un autre contexte. Donc, du coup, on trouve que c'est une bonne approche aussi d'offrir donc la formation professionnelle et pour les mêmes étudiants, élèves aussi, donner des cours supplémentaires en entrepreneuriat pour identifier aussi ceux qui ont un potentiel pour l'entrepreneuriat. Parce que je pense, c'est ce que j'ai compris aussi par ma propre expérience, j'ai aussi fondé ma propre entreprise avant de venir ici, à Berlin, c'est que c'est peut-être pas tout le monde qui a toutes les capacités nécessaires pour devenir un entrepreneur. Moi-même, par exemple, à Berlin, j'ai dû faire un sorte assessment center, je ne sais pas si vous connaissez, donc une journée de tests et d'essais et d'exercices pour voir si j'étais digne en fait à avoir un soutien aussi de la ville de Berlin pour monter mon propre business. Et il y avait un test où il fallait montrer plein de capacités, de gérer cet exercice, beaucoup de mails, de courriers qui arrivent au même temps, le multitasking, etc., le stress, la gestion d'une équipe, etc. Donc je trouve que c'est ce qui est important aussi dans le débat en Europe, dans le contexte de la migration que vous avez évoqué. Il y a certaines personnes qui croient que, oui, donc tous les migrants qui souhaitent peut-être revenir dans leur pays avec un soutien seront capables d'ouvrir leur propre entreprise. Et là, je pense que c'est important de ne pas tout mettre sur cette carte, mais de faire ça en fonction des capacités, des intérêts, des besoins et aussi adapté au contexte local aussi. Voilà. Nous avons également Baba Kabiran, qui est cofondeur de Concret, une plateforme qui accompagne les startups dans le développement de leur business, passer de l'idée à l'action. Baba Kabiran, Concret, c'est quoi concrètement? Ça, ce sont les moments où je me dis on a vraiment bien trouvé notre nom. Merci beaucoup pour l'invitation, Michaela. Je suis très ravi d'être dans ce panel avec mon ami Alune. Donc, Concret, en fait, nous sommes connus à la base comme un incubateur de start-up. Nous avons commencé à faire ça, incuber des start-up qui sont en amorçage, c'est-à-dire qui sont de la partie idée à la partie où ils trouvent leurs premiers clients et où ils stabilisent leur business model et se développer. À titre d'exemple, en l'ayant fait entre 2014 et 2016, on a pu, par exemple, aider un entrepreneur qui s'appelle Ibrahim Diagne, qui était venu nous voir avec tout simplement une idée, à passer donc de 2014 à 2016 d'une boîte, enfin qui n'existait pas parce qu'il était allé d'idée, à une boîte en 2016 qui faisait près de 2 milliards de volume d'affaires et qui était environ à 25 employés. Alioune Faye, qui est responsable du pôle partenariat, partenaire technique et financier à l'ANPEJ. Dans cette mission-là, quels sont les défis majeurs auxquels vous êtes confrontés, même en tant que structure? La première contrainte que je viens de citer, le niveau d'éducation. Il faut savoir que quand on communique et on rend disponible une information, c'est un formatage qui est fait. Je pense qu'un des intervenants dans le public l'a dit tout à l'heure, je suis bien d'accord avec lui, sur la langue déjà. Il disait que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français.
Mais nous tous qui sommes ici, les PTF, l'État, nous avons tendance à communiquer avec une langue qui est la langue française. Nous avons surtout tendance aujourd'hui à communiquer avec les réseaux sociaux et les médias sociaux, ou bien à travers l'Internet. Bon, il faut déjà qu'on nous donne la preuve scientifique que ça marche, que les jeunes, en tout cas la majorité, ou bien la cible en réalité, a accès à cette information via les médias sociaux ou bien l'Internet. J'en suis pas convaincu parce qu'on est dans un pays où le taux de couverture en termes d'Internet est très faible jusqu'à présent. On est dans un pays aussi où le taux d'alphabétisation, je ne parle même pas d'éducation, mais le niveau d'alphabétisation est très faible. Donc il y a ces billets qui sont liés à cette volonté que nous avons, nous, à donner et à rendre accessible cette information vers la cible principale qui sont les jeunes, qui ne sont pas les jeunes qui sont dans cette salle-là, pas forcément, c'est les jeunes ruraux qui sont peut-être les plus nombreux et à qui normalement on doit trouver le meilleur format pour communiquer et leur donner en tout cas ce qu'il faut pour réussir aussi dans la vie.